8h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le géopolitologue et essayiste Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Plus de 1000 morts côté bilan global. À ce stade-là, 700 Israéliens, autour de 400 dit le Hamas côté palestinien, plus de 4000 blessés, 160 otages israéliens également aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Le bilan de cette attaque en territoire israélien de samedi continue de s'alourdir. Alors avant peut-être de voir les derniers développements, Frédéric Ancel, les conséquences géopolitiques, peut-être un mot sur l'ampleur de ce qui s'est passé ce week-end. Certains ont parlé d'un 11 septembre, d'un 13 novembre israélien. Est-ce que c'est de cette échelle selon vous ? Ah oui, c'est même pire, hein. D'un point de vue strictement statistique et démographique, c'est pire pour Israël que le 11 septembre. Par ailleurs, depuis la création de l'État juif en 1948, jamais une entité terroriste, mais même pas un État arabe, donc personne n'avait réussi à pénétrer sur le territoire israélien, à contrôler une partie de ce territoire en tuant plusieurs centaines. C'est ça, finalement, l'inviolabilité qui existait depuis fin 1948, depuis la première guerre israélo-arabe, là, elle a été rompue. Donc pour les Israéliens, c'est quelque chose de tout à fait traumatisant et il faut revenir, on l'a dit à plusieurs reprises ces dernières heures, il faut revenir au moins au 6 octobre 1973 pour voir un tel trauma, donc le début de la guerre du Kippour. Il y a beaucoup d'interrogations sur la surprise de cette opération, on l'a dit, la faillite du renseignement israélien très probablement, mais est-ce qu'il y a un début d'explication ? Est-ce que le Hamas pouvait, aux yeux des militaires israéliens, ne plus sembler une menace sérieuse ? Eh bien oui, pour deux raisons. D'abord une raison strictement matérielle. Les Israéliens considéraient que la barrière de sécurité était suffisante et manifestement elle a été mise à mal et les contrôles de sécurité aussi. Donc cette barrière à 1 milliard qu'ils ont enfoncé avec des bulldozers tout simplement, ou passé par-dessus. Non mais ça c'est véritablement aberrant. Donc de deux choses l'une, soit il y a eu une cyberattaque notamment de l'Iran qui a permis de casser en quelque sorte la capacité technique de surveiller cette barrière, soit écoutez, on verra bien, il y a d'autres explications, de toute façon il y a des explications. Après, le deuxième point, alors la faillite d'Israël, oui, en même temps dans un pays en guerre, même si vous mettez des moyens herculéens pour le renseignement et la défense, vous allez déjouer 9 attentats sur 10, vous allez déjouer 95 attaques sur 100, l'infaillibilité n'existe pas. Maintenant, du côté du Hamas, et je le dis d'une phrase, le Hamas est un mouvement islamiste radical, terroriste, certes, mais donc il est composé de fanatiques, mais pas d'imbéciles. C'est-à-dire que le problème pour une puissance importante comme Israël, notamment face au Hamas, c'est effectivement de s'endormir sur ses lauriers, d'une part, et d'autre part, de croire que le Hamas joue le monsieur loyal, monsieur bons offices, par exemple, il y a quelques mois. Le gestionnaire tranquille de la bande de Gaza. Le gestionnaire de la bande de Gaza, d'une part, effectivement, et d'autre part, il y a quelques mois, il y avait des tirs entre le djihad islamique, qui en fait est inféodé au Hamas, et Israël, et le Hamas s'est proposé pour établir pour négocier le cessez-le-feu. En réalité, le Hamas se préparait à l'apocalypse. Oui, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'Israël fait face à des menaces de tous bords. Vous avez le Hezbollah, qui est sans doute le groupe armé aujourd'hui le plus puissant au monde, renforcé par son expérience de la guerre en Syrie au nord. Vous avez la Cisjordanie qui est un chaudron bouillonnant depuis au moins 2 ans, avec des groupes qui ne cessent d'apparaître, la tanière du lion, le djihad islamique, on en a parlé, etc., etc. La menace, c'est sur tous les fronts pour Israël. Oui, et tout ça sur de tout petits territoires, d'une part. D'autre part, face à des ennemis qui ne sont pas des adversaires. À la guerre, vous avez un adversaire, vous avez un litige territorial, vous faites la guerre pour mieux le régler, entre parenthèses, c'est ce qu'avait fait Sadat en 73, avant de faire la paix en 78. Là, le Hezbollah, le Hamas et d'autres groupes palestiniens ou libanais ou arabes de manière générale, vouent aux gémonies Israël, mais en réalité, lorsque vous lisez la charte du Hamas et les textes fondateurs du Hezbollah, ils considèrent les juifs comme des singes et des porcs. Bon, alors écoutez, égorger un singe ou un porc, c'est plus facile que de le faire pour un humain. Donc fondamentalement, il n'y a pas d'objectif de négociation sur le fond, car ces gens-là considèrent que de toute façon Israël n'a pas lieu d'être et qu'au fond les Juifs doivent disparaître dans la mer. Donc c'est très compliqué pour Israël. Frédéric Ancel, vous êtes l'invité d'Europe 1 ce matin. Cette information aussi du Wall Street Journal qui rapporte que l'Iran aurait aidé le Hamas à planifier son attaque contre Israël, chose dont on se doutait, mais le Wall Street Journal dit avoir parlé à des dirigeants importants du Hamas comme du Hezbollah. Et voilà ce qu'écrit le Wall Street Journal. Oui, des officiers iraniens ont travaillé avec le Hamas depuis le mois d'août pour mettre au point les incursions aériennes, terrestres et maritimes. Et c'est même Téhéran qui aurait donné le feu vert à l'opération lors d'une réunion à Beyrouth lundi dernier. Les autorités américaines ne valident pas encore cette information, ne la confirment pas, mais ça vous paraît plausible ? Oui, c'est d'autant plus plausible que le Hamas et l'Iran ont la même stratégie diplomatique vis-à-vis de
l'Arabie Saoudite. Ce serait un cauchemar pour ces deux entités si l'Arabie Saoudite reconnaissait Israël. Par ailleurs, depuis au moins 2000-2001 et les faux bateaux de pêche, notamment le fameux Karina, les Iraniens, effectivement, soutiennent à fond le Hamas. J'ajoute d'un mot... Rappelons que le Hamas est un mouvement sunnite. Les Iraniens sont chiites. Absolument. Sunnites et chiites se détestent et se font la guerre. C'est assez difficile à comprendre. Sauf lorsqu'il s'agit de s'allier objectivement contre l'ennemi absolu qu'est Israël. Cela dit, regardez, le Hezbollah, comme d'habitude, soutient symboliquement le Hamas, mais ne va pas plus loin. Pareil, lorsqu'il y a eu une guerre en 2006 entre Israël et le Hezbollah, le Hamas soutenait symboliquement, mais pas plus loin, parce que vous avez comme des agendas qui sont différents. Vous ne croyez pas à l'ouverture d'un front au nord du Hezbollah? Je ne crois pas empiriquement, parce que jusqu'à maintenant, l'un et l'autre se soutiennent, mais seulement symboliquement. Juste un mot, l'Iran soutient le Hamas, c'est vrai. L'argent du Qatar pose problème, parce que sans les fonds, à fond perdu, j'allais dire, du Qatar en faveur du Hamas, il n'y aurait pas cette capacité militaire et terroriste très importante du Hamas. Frédéric Ancel, un mot pour terminer. En France, à Lyon, un rassemblement pro-palestinien était prévu cet après-midi. Il a été interdit par la préfecture. On a vu ces images hier quand même impressionnantes d'un défilé à Chicago. Des milliers de personnes en soutien aux Palestiniens. Le monde va se polariser totalement autour de ce conflit? Alors, d'abord, c'est pas nouveau, d'une part, mais d'autre part, je dirais que c'est quand même pas des manifestations gigantesques. Vous avez raison de les citer, mais regardez, finalement, il n'y en a que 2 ou 3. Il y a dans le monde presque 2 milliards de musulmans pour l'instant, et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a malheureusement une guerre entre Israël et un groupe palestinien, notamment le Hamas, on ne voit pas défiler des centaines de millions de personnes. Donc je serais là-dessus assez prudent, assez positif, assez optimiste, avec juste d'un mot, il faut absolument, me semble-t-il, stigmatiser ceux qui tentent d'importer le conflit israélo-palestinien en France. C'est quelque chose qui est totalement anti-républicain. Merci Frédéric Ancel d'être venu nous éclairer, les auditeurs d'Europe 1 ce matin, sur les conséquences possibles de ce conflit dont on n'a évidemment pas fini de parler. Bonne journée à vous. Bonne journée. 7h18 sur Europe 1.